La 19e édition du Suoni per il Popolo est là. Du 4 au 23 juin, libérez vos oreilles et découvrez des musiques extraordinaires venues de l'autre bout du monde et du coin de la rue. Au programme, musique actuelle, avant-rock, musique électronique, free jazz, noise, spoken word et dance party. Avec Saul Williams, Lido Pimienta, Hans Joachim Rodelius, Hyde, Snotty Nose Rez Kids et beaucoup d'autres. Retrouvez toutes les infos sur suoniperilpopolo.org et en ligne dans les bureaux de la Casa et dans votre magasin de disques préféré. La 33e édition du Festival international Nuit d'Afrique vous convie à un voyage musical planétaire du 9 au 21 juillet. Découvrez plus de 700 artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine au plus grand rendez-vous des musiques du monde. Consultez la programmation et nos forfaits spectacles sur festivalnuitdafrique.com. Electra, le festival international d'art numérique, est de retour du 11 au 16 juin pour sa 20e édition. Tenez-vous prêt à vivre des expériences immersives ultimes et à ressentir des émotions inédites. À l'Usine C, à la Société des Arts Technologiques, à la Cinémathèque québécoise et dans plusieurs galeries à travers Montréal. Performances, installations interactives, immersion dans la satosphère et bien d'autres. Tarifs préférentiels étudiants disponibles à l'Usine C. Billets informations sur electramontréal.ca. La 29e édition du Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal aura lieu du 27 mai au 16 juin. Faites votre choix parmi une sélection de plus de 800 performances qui auront lieu dans plus de 20 salles intimes. Célébrez les artistes locaux, nationaux et internationaux qui convergeront vers le plateau Mont-Royal pour un festival de théâtre, d'humour, de danse, de burlesque et plus encore. Soyez les bienvenus à la fête bilingue des arts indépendants, la plus importante à Montréal. What a dang, et c'est Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc. Chris, c'est bon, Paul Piché. Alright. Hey! Ah oui, c'est bien bon. C'est cool. Tabarnak, décidérez, comment ça va tout le monde? C'est quoi le rapport de mettre ça matin? Ben, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, c'est parce qu'on reçoit Vincent P. Comment il va? Oh my God. Julien, man, ça va toi? Là, j'ai débranché mon écouteur. Ah, il y a encore des branches. Si, fait ça de bonheur. Ça Voilà. du matin de même. Ça part de même tout le temps. Ben voilà, hey, Vincent, t'as dormi combien d'heures ce soir? Quelques. Ça, c'est plus qu'une. T'as l'air scrap, qu'est-ce que tu faisais hier? Je suis allé voir Crabe. Oh, yeah. ils sont c'est des amis, c'est des amis. Amis de Valleyfield. C'est que c'était bon. Ouais, les camps Valenciens, il y a beaucoup de musique à Valenciennes là, qui prend l'avant-plan là, dans le... Ouais. Ça, ben oui, quand même. Ça vient-tu des régates? Non, il y en a. À force qu'on entende le bruit des régates à Valleyfield, on est comme conditionné à haute fréquence, tu sais. Fait que les guitares électriques, tout ça, ça vient nous chercher, tu sais. Ah, il y a un lien finalement. Ben oui. Ben on a Vincent Pic avec nous de Groovy Hardvark. On est très contents de autre chose, de Grimscock. On est privilégiés. Il a pas dormi de la nuit. Il a amené de la vodka. Pas rien que ça, man. Non? Qu'est-ce que t'as amené d'autre? Check bien ça. Ok, j'ai hâte de voir ça. Oh, ça part bien. On a avec nous aussi Israël Trudel-Denis, l'encyclopédie du punk au Québec. Comment il va? Très bien, merci de m'avoir Ça, comme... c'est du moche. comme intervieweur invité. Sapristi. Okay. Oui, ben c'est légal maintenant. Ensuite de ça, on a avec nous Mathieu Niquette qui est là. Comment il va? Hey, ça va bien. Je vous ai envoyé une petite chanson par erreur. Je pense pas qu'on va la jouer aujourd'hui parce que c'était pas très punk comme moment. Mais je suis en train d'activement répéter pour je chante dans une école de musique moi chaque année. Puis une belle école à Vaudreuil, Musiplex. J'ai shout out parce qu'ils forment des jeunes étudiants. C'est crissement rock comme show. À chaque année, il y a un des 3 shows que j'anime qui est vraiment pesant. Là, la première fois que j'ai fait ce show-là,
show-là. C'est le show le plus pesant que j'avais vu de ma vie parce que ça durait 3h30, je pense. C'est lourd, ça? C'est ultra lourd, puis tu sais, il y avait comme 12 tonnes de Avenged Sevenfold, puis tu sais, mais c'était juste comme une succession de kids de 12-13 ans qui jouent de la musique beaucoup trop pesante et des grands-mères dans la salle qui sont venues voir leur petit protégé jouer de la musique. Fait que j'ai bien hâte à ça. D'ailleurs, tu as été dans Avenged Sevenfold. Non, j'ai dans 8 Sevenfold. Seven, c'était juste passé. La suite, évidemment. Non, mais pour vrai, ben oui. Qui écoute ça? Mathieu. Mais les jeunes de 12 ans de région, j'ai l'impression. Okay. Ouais. Okay, fait qu'il écoute pas juste du hip-hop, il écoute du Avenged Sevenfold aussi. En tout cas, à Vaudreuil, il y en a plusieurs. C'est ça, il y a tout de Vaudreuil. Ah, c'est ça qui arrive. Et on a avec nous? Je suis bien content d'être ici. Claude Robinson. Claude Robinson est là. People. J'ai parlé de vous hier avec un ami. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que vous avez dit? J'espère que... Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Ben, comme quoi? Ben, je me souviens pas de votre nom, en fait. Oh, ben, c'est un nom, Claude Robinson, tu sais. Ben, il manquait le Claude. On n'oublie pas ça. Le Robinson, on s'en souvient. Ben oui, à cause du scandale, mais le Claude, je l'avais oublié. Curieux, trop curieux. Jamais trop curieux. Vincent, vous connaissez Claude Robinson, évidemment? On apprend à se connaître là. Non, c'est déjà vu. Je me souviens qu'on s'était déjà vu, puis moi, je voulais juste dire aussi, parce que ça m'avait beaucoup aidé à l'époque, quand on m'avait volé par des truands en cravate sans vergogne, moi, j'écoutais beaucoup la chanson Dérangeant, puis moi, ça me mettait, ça me battait de bonne humeur, j'étais là, puis Claire, ma conjointe, maintenant mon épouse, on s'est mariés sur une plage, puis elle me disait, mets-la, là, ta chanson, mets-la, puis là, tu me déranges, puis là, je pensais à toutes ces crapules en cravate, là, puis ça me faisait un petit flou. C'est ça. Moi, j'ai écrit la toune pour une crapule, d'ailleurs. Ouais, ben, je pense que c'était à cause de ton gérant, ou ton ex-gérant. C'était pas cravate, mais c'était une crapule, man. Puis, on y va. C'est quoi cette histoire-là? Le gars s'appelait Jean Langlois. Il est devenu notre gérant pendant... je le connais. Pour vrai? Je l'ai croisé dans les palais de justice, mais lui, il se faisait poursuivre, moi, je poursuivais. Fait que Jean, il est devenu notre gérant pendant un été de temps, puis il a pris nos disques en consignation, puis à la place de nous donner l'argent pour les consignes, il gardait l'argent pour lui. Oh, shit. Il a fait faire une boîte de t-shirts de Groovy Hardware qu'il a vendu à Polyvalente de Boucherville, qui a tout gardé le cash pour lui. Ah, tu sais, mon petit neveu, il y en a un. La meilleure revanche au monde, là, c'est qu'à place de tu pétais à gueule ou tu casses les genoux, j'ai écrit Dérangeant. Et à ce jour, la SOCAM me paye très cher chaque année. Merci Jean Langlois pour ça. Ben oui, c'est votre hit commercial, disons, là. C'est pas ça péjorativement, là, mais c'est la toune que je jouais à la radio. Puis c'est la toune que j'ai écrite en 10 minutes. C'est souvent ça. En pensant à Jean Langlois. Dans le fond, c'est ton Ginette. Je l'ai vu au show de Them Crooked Vultures, là, quelques années. Puis Cervéry, pour me donner la main, j'ai donné la main, man, tu sais pas à quel point je suis content de te revoir. Grâce à toi, je fais 10 000 $, par année. Par année, à peu près. Ah, ça t'en paye des t-shirts. Peux-tu me permettre de te dire que tu me dis que tu as écrit ça en 10 minutes et... à un moment donné, j'étais sur le plateau de Tout le monde en parle et j'ai croisé Éric Lapointe. Puis il m'a dit qu'il avait écrit la chanson des Boys en 10 minutes. Je trouve ça... ben oui. Moi, on est trop fiers les Boys. J'étais à la clinique du sommeil mercredi passé sur Beaver Hall. Ben oui, je connais ça. Puis je sortais de là à 10h du matin, puis j'ai décidé de faire le tour de Montréal, puis marcher sur le bord de l'eau, puis il y avait une terrasse sur Beaver Hall, il y avait une fille qui passait le balai, puis Lapointe était là, assis, avec un verre à la main. Il était 10h le matin. Il est jamais trop tôt, hein? Il était super beau. Il était tout sharp, comme toute évidence, il n'a pas dormi. Mais il avait la tête penchée de même. Il avait l'air comme repentant. C'est Eric, puis je le connais, le gars, tu sais. Fait que j'ai dit, est-ce que je continue à marcher sur le bord de l'eau ou ma journée prend une toute nouvelle tangente, je vais aller voir Eric. Parce que lui, qui était gérant le coach de Colin Moore, à la voix, Colin qui est un bon chum à moi. C'est la première fois de ma vie que je connais quelqu'un qui a fait la voix, puis s'est rendu jusqu'au bout, là. Puis Colin, il me disait, mon coach là, il m'invite à aller à Bistro Jojo le dimanche soir, puis là, il dit, dude, j'ai une radio à faire, là, le lundi matin, je peux pas aller te voir. Ben, pis ça, c'est pas grave, ouais, Colin, on sort. Le coach, pas de plan. Fait que j'ai vu Lapointe, j'ai resté planté là devant 2-3 minutes, j'ai dit, Chris, c'est vraiment lui.
Puis je vais-tu lui parler ou je continue mon chemin? Puis je continue mon chemin. C'est malheureux parce que c'est un auditeur régulier de Décideret. Ouais, quand il m'en je serais peut-être pas ici en ce moment. Non, ça a l'air que ça change une vie. 4 jours plus tard. Ça change une vie. Non, il est pas tenable, man. Oui, M. Robinson. Ouais, j'ai juste un petit rappel à vous faire ce soir. J'ai des amis. Moi, je suis fan d'eux depuis. Ça m'a même sorti de la dépression un peu. Les Mystérieux Étonnants font leur 600e émission ce soir au Pub Brouhaha, au Pub Rosemont. Faut pas se tromper. Puis il y en a 2. Ouais, puis 600 épisodes. 600, lâchez le morceau. 600 pour vrai, hein? Quand même. Ils ont fait le tour. Oui, maintenant. Mais toi, t'as écrit combien de tonnes, Vincent? Des centaines. Bon, des centaines, quand même. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Fait que Groovy Out Bar, ça vient de Longueuil. Ça a commencé où, ça? Mon frère et moi, on vient de Belleuil. Marc-André Thibert vient de Saint-Lambert. Puis Vigent vient de Brossard. Fait qu'on est mal de la Rive-Sud. Mais on a commencé à jammer à Montréal en 86. Sur Saint-Timothée. Il y avait un local à Saint-Timothée, puis c'est là que tout le death metal à Montréal a commencé. Damnation, Cremains, toutes ces bandes-là qui n'existaient pas. Le death metal, là, tout le monde dit que c'est Death qui a commencé avec ça en Floride, mais c'est pas vrai, c'est Damnation qui a commencé ça à Montréal en 85. Puis c'était un local qui était loué qui appartenait à un gars qui s'appelle Émile, un vieux bonhomme qui avait acheté ce local-là, puis il l'a transformé en locaux pour tout le monde, tu sais. Puis on payait genre 150$ par mois, puis on a commencé là. Est-ce que vous partagez avec d'autres bands ou vous aviez chacun votre local? On partageait avec une autre band, c'était The Affected, une bande à Longueuil. Puis, mais à côté de nous autres, c'était Damnation. Puis, les autres, c'était les plus populaires de la gang. C'était comme les rockstars, la gang. Puis, t'allais voir Damnation, là, ils avaient construit le propre stage en bois. Puis, il avait le frigidaire sur stage. Nice. Puis, il avait mis des croix à l'envers, en métal. Puis, il avait toute peinture. Il avait peinture locale en noir. Puis, il avait mis des splashes de peinture rouge partout, tu sais. C'était slasher red, là. Oui, mais ça te met dans le mood quand même. Tu te mets dans le mood, tu dis. Puis là, le monde allait voir ça, là. Puis, il faisait de la messe. Puis, il buvait de la vodka. Puis là, il virait sur le top bien raide. Il y avait au plafond, t'avais comme des tuyaux de plomberie. Puis le monde se pognait après ça. Puis peut-être les tuyaux, ils tombaient à terre. Moi, je me réveillais le samedi matin au local, puis j'allais dans le local de l'animation, puis tout le monde dormait à terre, tu sais. Il était fait à l'os, les filles, les gars, c'est comme, nah. Es-tu nostalgique de cette époque-là? Pas vraiment. Ok, d'accord. non, je m'en rappelle pas. C'était trop défense. Ouais. Les Nation sont morts dans l'œuf parce qu'ils étaient pas capables de rien faire. Ouais. Ils étaient trop faits. La messe, ça fesse, hein? Moi j'en faisais, tu sais, à 16-17 ans, on faisait ça à Saint-Jean, puis c'était le fun, là, mais tu sais, à 36 ans, ça peut pas. Non, ça fait son temps. Moi, la 3-4 fois, puis j'étais incapable de jouer de la bass là-dessus. Non, ça marche pas. Trop de cases. La seule messe que j'ai faite, moi, c'est la messe de minuit. Bon, ça y est. Mais donnons crédit à Damnation d'avoir inventé le death avant tout le monde. Ah, quand même. Ils n'ont pas eu le crédit parce qu'il était trop gelé pour faire un album. Ouais, ça fait ça, hein. Ouais. C'est ça on glorifie les excès tout le temps, mais dans le fond, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu produises, là. Exact. Être musicien, c'est savoir faire une savante balance entre tous ces éléments-là. Parce qu'en même temps, dans la création, justement. Dans ce décor-là, on fitait pas vraiment parce qu'on était trop sérieux. Puis, on jamais lundi, mercredi, vendredi, puis on était vraiment solide. Puis là, le monde nous comparait à DRI dans le temps, parce que j'avais la même boîte que Kurt Bresch de DRI. Il disait, c'est comme DRI, mais plus prog. On est parti avec ça. Ben, justement, une des particularités de Groovy, c'est le mélange des sons. Que ça ressemble à... Personne ne peut faire du Groovy à part Groovy, parce que c'est le comment qu'on qualifierait ça, là? Il y a tellement de différentes influences musicales là-dedans. Il y avait le Mirror, Jenny Ross avait dit que c'était du bluesy, bass-breaking, semi-psychedelic metal Yardbirds. Je pense à la même affaire. C'est ça que t'avais noté. J'ai vu ça sur ton carton. C'est du Bruce Lee believe the bottom garden. Motor-headed, bossa guitar, bluesy, bass-breaking, semi-psychedelic metal Yardbirds.
Le bout Yardbirds m'intéresse beaucoup parce que j'essayais de mettre le nom, tu sais, sur tout le côté harmonique de votre patente, tu sais, puis j'avoue que c'est drôle que les Yardbirds ça est pas ouais. Ben oui, on faisait For Your Love déjà dans le temps. Ok. Elle a probablement pogné ça là. Parce que moi, c'est ça qui m'a marqué le plus. Je pense que c'est ça qui m'a accroché le plus. Quand j'étais ado, j'étais pas très punk, très trash, mais évidemment, en entendant une tune comme Dérangeant, j'ai toujours trippé sur les harmonies vocales. C'est toujours venu me chercher. Est-ce que ça date dès les premières... Ouais, ça date des Beatles. Ah, ok. Moi, mon band préféré à vie, c'est les Beatles. Puis le premier band rock que j'ai connu, c'est les Beatles. Fait que les harmonies ont toujours été très présentes. Mais ça, il y a beaucoup ça me surprend toujours, mais c'est une affaire que j'ai entendue souvent. Notre ami David Dugodillon, justement, fondateur de Crab, l'ancien drummer de Crab, fondateur le premier batteur. Ouais. Lui aussi, c'est les Beatles, je sais pas s'il dirait que c'est sa top influence, mais en tout cas, c'est dans le top 3, assurément. Puis c'est souvent les musiciens qui font de la musique assez éclatée, ça ramène souvent aux Beatles. Je pense que c'est la base ultime au niveau des harmonies, au niveau juste comment écrire une tune simple qui marche là. Ouais, c'est ça. Comme, souvent. Tu vois du début comme She Loves You jusqu'à Sgt. Pepper, tout ça tient tout le temps, man. Ils ont fait aucune mauvaise tune ce band là. Puis Chuck Lennon puis McCartney ensemble, c'est la chimie de ces deux gars-là. Ils ont toujours réussi. Ils ont toujours fait ça super vite en plus. Tu sais, les Beatles, c'est 8 ans. Ouais. 62, 70, ils ont tout fait en 8 ans, man. Ils ont pas perdu de temps. Puis ils ont toujours été à l'affût de la nouvelle génération, tu sais, comme ils ont créé le psychédélique avec, Revolver, après ça, Sgt. Pepper, après ça, l'album Blast, comme, ils ont toujours été à sa coche. Tes Beatles préférés, c'est-tu les Beatles Keten ou les Beatles psychédéliques? Pour vrai, c'est les deux. J'ai acheté... comment ça s'appelle? C'est Hard Day's Night l'autre jour. Puis c'est un album à John Lennon, ça. Comme il y a comme 3 quarts de tourne, c'est lui. Puis astique, c'est punk son affaire. Ouais, moi j'aime mieux le Beatles Keten, justement. Là. Ben c'est pas Keten. Je dis Keten, mais c'est comme les débuts. Amour. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Lennon là-dessus, il est en crise. Puis il arrête pas de chialer contre sa blonde, là. Il dit, Chris, tu m'as laissé là, mais tu vas voir, moi je vais faire de quoi dans la vie. Il est comme vraiment romantique. C'est drôle, dans le show dont je parlais au début je chante Hard Day's Night aussi, puis c'est la première fois que je mettais l'accent sur les paroles, puis même le grain de la voix, tu sais, il y a comme une espèce de rage que je m'attendais pas à retrouver, tu sais. Ouais. Il y a quelques années, je suis allé voir il y avait un spécial Beatles dans le Vieux-Montréal. Ben oui, j'étais là. Ouais. Puis, ah oui. Et puis, man, ils ont trouvé des tapes des Beatles au Forum en 64. Puis, ils ont réussi à traduire le son par rapport à tous les cris de filles, tu sais. Ouais. C'est ce que dans les Beatles, c'est que ça crie trop fort. Mais ils ont pogné les tapes originales, puis ils ont réussi à mettre ça comme écoutable. Puis, Lennon, il gueule, mon gars, là. Ouais. Shake it up, baby, là. Il gueule sa vie, ça vient de loin, là. Ouais. Ben, je crois que justement, c'est pour ça qu'ils ont arrêté de faire des shows, c'est qu'ils s'entendaient pas. C'était des shows de 20 minutes, puis ils faisaient n'importe quoi, le monde criait. Puis ce que je savais pas dans le temps, quand on jouait au Forum en 64, il jouait 2 fois. Puis il jouait comme à 4h de l'après-midi. Il y avait comme 4 bands qui ouvrent, puis les Beatles qui font une demi-heure. Puis après ça, à 8h, ça repart. Les 4 main bands, puis les Beatles. Fait qu'ils faisaient 2 shows d'une demi-heure. Pour se donner un break entre les deux. Ouais. Puis il y a des photos qui disaient que à Montréal, les filles, ils passaient out sans arrêt. Fait que, puis il manquait d'ambulances à Montréal. Fait qu'il a amené des ambulances de Longueuil, de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Saint-Hubert, comme des files d'ambulances juste pour les filles qui passaient out. Ah ouais, tabarnak quand même. Pour revenir à Groovy, qui est le groupe préféré de John Lennon par ailleurs, moi je vous ai connu à Musique Plus évidemment, comme la plupart des gens, vous avez été vraiment dans le paysage musical de Musique Plus des années 90. Là, c'était omniprésent. Dans le temps que c'était le fun. Ben oui, dans le temps que c'était le fun. Moi je faisais juste ça. C'est encore de la musique. On fumait du pot puis on écoutait Musique Plus à tous les calices de jour, puis c'était tout le temps les mêmes calices de clips. Puis il y avait Groove Hardbar qui revenait à tous les jours, tout le temps. Musique Plus ça a été quand même un gros atout dans votre manche. Ça a été le médium qui nous a aidé le plus. Ben ouais, hein? Ouais, parce que tu sais ça jouait pas à Chaume, ça jouait pas à C'est quoi, ça jouait à CBL puis ça jouait à CKUT ou à CSM, mais le plus gros médium qu'il y avait au Québec dans le temps, c'était Musique Plus, puis c'était le médium qui ratissait le plus large. Tu sais, on a fait le festival du Lundi Noir en 89 avec DBC, puis The Affected, puis Groovy, puis Paul Sarrazin. Il a fait un spectacle d'1 heure à Solid Rock sur nous autres. Ah ouais. On n'avait pas de clip, on n'avait pas de disque, rien, mais tu sais, Chris, ils nous ont donné une chance. Ils nous ont fait un spécial d'1 heure. Ouais. Puis grâce à ça, là,
à partir de ce moment-là, on allait jouer à Sept-Îles ou à Gatineau, puis tout le monde nous connaissait parce qu'ils nous avaient un Musique Plus. Ben ouais. Tu te souviens-tu du documentaire Connaître la suite? Ouais. Est-ce qu'il y a eu un avant puis un après ça aussi? Parce que moi, c'est là que j'ai connu toutes mes bands préférées. C'est quoi ce documentaire-là? C'est un documentaire, j'espère que vous l'avez à Cinémathèque, qui... Ça va dans l'underground québécois, puis tout le monde est là, Overbase, Grimmskong, Groovy, TSPC. On était bien dans ce temps-là. Puis j'arrive pas à le trouver sur Internet, puis moi, ça a changé ma vie, en tout cas, ce documentaire-là. Ouais, il est passé au beau dimanche. Ah ouais. C'est notre époque. Ouais. Ben oui. Ouais. Là, ça va être un très beau documentaire. T'avais Barf était là. Ouais. Barf était là, oui, Banlieue Rouge. Tout le monde, Kermesse. T'en souviens-tu? Ouais. Ben, c'est ça, Musique Plus, ça a été le plus grand médium. Ils nous ont toujours donné un coup de main parce qu'ils étaient pas gênés de passer ce genre de musique-là, tu sais. Ouais. Moi, j'ai connu Voivod grâce à Musique Plus, j'ai connu DBC grâce à Musique Plus. Ils faisaient des spéciaux sur des bandes locales, puis il faisait paraître bien. Comme ça faisait big, tu sais. Souvent dans ces places-là, c'est une personne en particulier qui a le radar pour ça. Ou, est-ce que tu peux associer ça à un individu? C'était Abbé Gélina. Non, c'était Paul Sarrazin. Ouais, c'est lui qui avait l'œil là-dessus. Ouais. Lui, il était mandaté pour ça. Mais il y avait Claude Rajoff qui était sa coche, là. Mais c'est Paul qui faisait l'animation, tu sais. C'est lui qui venait au local. Puis Musique Plus, il arrivait avec des caméras dans notre local à Longueuil. Puis tu sais, il nous filmait, man. C'est débile. L'autre jour, je suis à la Musique Plus parce que, tu sais, ça ferme, là. Ça va plus exister. Ça va être elle. Ça va être une poste pour femmes. Ben, pourquoi pas? Ben, c'est bien correct. Ils travaillent tellement fort pour nous autres. Ben, c'est vrai. Ils ont une voûte. Ils ont 4 voûtes, en fait, underground, avec tous les documents audio et vidéos qu'ils ont fait. Puis, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ben, faut que ça aille à la grande bibliothèque. Faut que quelqu'un sauve ça. Faut que quelqu'un sauve ça, absolument. Puis, tu sais, c'est en parlant comme ça, c'est de même que le costumier de Radio-Can avait été sauvé à un moment donné. Tu sais, le monde puis il y a finalement quelqu'un qui a allumé. Puis les disques aussi, je pense que c'est Michel Rivard qui a décidé de garder toute la discographie de Radio-Can. C'est important que quelqu'un, c'est pas avec le cash qu'on a dans les poches, nous quatre, qu'on va réussir à faire ça. Non. Mais ça existe, puis c'est, dans le fond, de juste le donner à quelqu'un, parce que tu peux pas brûler ça. Mais à la Musique Plus, on sait pas à quel point ils ont du stock shot vidéo incroyable, tu sais. Ah non, ben, c'est sûr qu'il y a des annales de... Ils ont les premiers Beastie Boys. Beastie Boys, c'est arrivé au Québec à 86, 87. Tu sais, Radiohead sont arrivés au début. Ils ont tout ça, tu sais. Tom York qui joue ses tunes à style de... Fade out, la tête penchée, t'as des frissons. Ouais. Je me rappelle des vieilles entrevues des calices de Jean Leloup, tu sais. Puis juste Groovy, là, avec ma blonde, on est allé récemment pour voir ce qu'il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de 100 documents vidéo de Groovy. Wow. Un nouveau DVD peut-être en route? Ben, on n'a pas accès à ça encore. Non, c'est ça. Parce qu'il faut que tu payes pour, là. Mais, tu sais, il faut que ça se préserve. Non, mais Julien, t'as travaillé, là, à Musique Plus, là. Fais aller tes contacts. Oui, j'ai travaillé 3 mois à Sochaux. Ben, regarde. 3 mois de plus que moi. Ça a été quelque chose. Non, j'ai déjà rencontré Claude Rajotte. Oui, j'étais dans un Yellow, puis on s'achetait des chaussures. Ben, ça a la place pour. Puis, on s'est rendu compte qu'on avait même, grandeur de pied. Ça m'a fait un petit boulot. Ben, c'est sûr. Tout le monde apprécie beaucoup. Ça a l'air que tous les Claudes ont la même grosseur de pied. Oui, c'est bon. Tu me l'apprends. C'est une affaire de Claude. Il me semble que j'ai déjà vu Claude Meunier, puis il y avait des petits pieds, mais peut-être qu'il est modéré dans sa... Son vrai nom, dans le fond? Ben, peut-être que tu me l'apprends. La question se pose. Fait que sur Haters Digest, vas-y, si t'avais une bonne question. En fait, j'ai des questions qui m'intriguent vraiment. J'ai grandi, la première chanson que j'ai apprise, c'est une tune de La Bottine. Pour moi, Yves Lambert, c'est un peu un icône pour moi qui m'a appris, joue du punk à cette heure, mais le goût de la musique me vient de la chanson traditionnelle québécoise. Puis comment t'as fait pour faire une collaboration avec? Tu l'as-tu poké directement? Est-ce que tu le connaissais d'avance? Ben, je connaissais La Bottine, oui. Je connaissais pas ni Michel ni Yves Lambert personnellement. C'est Martin Dupuis, le guitariste du Groovy, qui a... En fait, Martin est arrivé dans le band en 93, puis en 94, il est arrivé avec cette tune-là. Puis il fallait qu'il me convainque que c'est une bonne idée de faire une tune trad sur un album de... t'étais pas... J'étais pas sûr. Non, j'étais pas sûr. Mais toi, le trad, t'aimes-tu ça? Oui, j'aime ça, mais rendu à notre deuxième album, j'étais pas sûr que c'est une bonne idée pour Groovy de faire une tune à répondre, tu sais. Mais Martin, il a pris le contrat bien raide, il est arrivé avec une esti de bonne tune.
Puis il a dit, c'est lui qui a eu l'idée d'emmener Yves Lambert puis Michel Bordelot. Fait que la seule raison pour laquelle Lambert a accepté, c'est parce que son gars de 17 ans, il a fait « Ah! Groovy, t'as demandé ça, yeah, man, vas-y! » Il avait pas le choix. Il a scoré des points rock avec son fils. Oh yeah. C'est carrément ça qui est arrivé. Ah ouais, le petit Lambert. On a payé 150$ les deux gars pour faire ça. Pour vrai? C'est pas grand-chose. Là. Non, c'est rien. Ils sont arrivés. Ben, c'est plus que Sinard. Bordelot, il avait écouté la tune. Bordelot, il a fait 2 tracks de pied, back à back, tac, 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 tac. Left, right, c'était parfait, one take. Puis Lambert, il était pas prêt de pantoute. Il arrivait, il était lendemain de brosse, il était un petit peu chaudasse, il était. Ben, qui ne l'est pas? Il suivait pas bien, bien. Ben oui. Mais c'est Michel Bordelot qui dit, OK, non, chante de même. Puis là, moi, je disais, man, pas un accent plus Longueuil. Va vous conter une vraie histoire. Puis, OK, plus Longueuil. Mais en tout cas, ils ont fait ça comme des champions. Ça a pris 3 heures, puis c'était fait. Non, c'est quand même. Puis ça, justement, ça nous mène justement à l'album Vacuum que vous avez réédité en vinyle. Tu viens de m'en donner un, j'étais tellement content. Ça fait plaisir. Ouais, je trouve ça vraiment cool de Slam de s'intéresser au panthéon de notre musique underground québécoise. J'espère qu'ils vont réitérer l'expérience avec d'autres groupes, mais je me demandais est-ce qu'il y a un planning de sortir tous les albums en vinyle, un peu comme les Marmottes aplaties ont fait? Ouais, on va sortir les 5 albums en vinyle. Ah, c'est vraiment le fun. À coup de 8 mois à peu près. Tu vas sortir le best-of aussi? Non. On verra, en fait. On verra. La réception est-tu bonne à date? Ouais. C'est le fun. Ben, moi, c'est la première fois que je mets l'aiguille sur vinyle puis je peux écouter du groovy sur vinyle. Ben oui, c'est un fantasme. Il est beau, il est bleu. Il y a un mastering qui est fait pour vinyle. Fait que ça sonne organique. C'est le fun. Ça sonne comme qu'on l'a fait, tu sais. Ouais. T'as moins les hautes fatigantes du CD. Ouais, ça prend un mastering spécial, je me rappelle. Vous avez vendu combien de ça, là, Vacuum, à l'époque? 27 000. 27 000. C'est un record dans le punk québécois. Je ne saurais te dire. Ouais, avec peut-être Vulgaire Machin, peut-être. Est-ce que tu sens l'industrie du disque qui s'écroule un peu? Est-ce que tu l'as senti fort? Est-ce que pas de temps, parce qu'on n'a jamais, à part Vacuum, on n'a jamais vendu tant que ça. Okay. Ça nous a pas affecté tant que ça. Puis, des bands comme Groovy ou Grimmskunk, on a toujours fait notre carrière live. Ouais, c'est ça. Puis, on a toujours bien du monde, puis on vend bien de la merch, fait que ça nous a pas affecté tant. Ben justement, moi qui gratte des miettes de pain depuis 15 ans déjà, tu joues dans 35 ans. Floating Widget, Grimmskunk, Groovy, autre chose. J'ai déjà vu genre avec Xavier Caféine aussi. Y a-tu moyen de gagner sa vie avec la musique au Québec ou faut jouer dans 15 bands? Ben, bonne question. Il y a moyen de gagner sa survie. Ouais, c'est ça, hein. Moi, je gagne ma survie depuis assez pour longtemps. manger puis dormir puis assez pour payer mes billes puis tu sais, je suis pas endetté. Je dois rien à personne. Fait que je constate que j'ai réussi. Tu sais, Tom Petty le disait, find something that you love and if it pays the bills, you've made it. Parce que c'est vrai. Je me suis toujours fié là-dessus, puis c'est mon cas. Puis sais-tu, est-ce que c'est pas mal constant dans cette difficulté-là ou c'est plus dur dans les dernières années avec, tu sais, on va moins de CD, c'est plus facile les dernières années en fait. Ouais, ok. Parce que je joue non-stop. Ok. Que je joue à toi fin de semaine, puis tu sais, avec toutes ces bandes-là ensemble, je réussis à me faire une vie, une carrière, puis qui fait que je fais juste assez de cash pour payer mes affaires. Mais tu sais, je reste sur un 4,5 avec ma blonde, j'ai pas de charge, pas de kid. Tu sais, j'ai pas grand chose. Mais j'ai une simplicité volontaire qui s'installe là-dedans aussi. Que j'ai pas besoin de tant que ça pour vivre non plus. Fait que tu sais, j'ai jamais eu besoin d'avoir plus que mon voisin, si tu veux. Ça serait bien pour toi d'avoir plus d'argent mais jouer moins de musique. Ben c'est ça. Ben tu sais, tu t'arranges avec ce que t'as. Puis, tu fais ta vie avec ça, puis c'est bien correct. Ben ouais, non, mais c'est ça, que ça calait, c'était pas de tondeuse. T'sais, si t'as assez d'anecdotes pour écrire un livre, là. Je suis riche, on est riche ailleurs. Parce que l'avantage, c'est quand t'as pas de gazon, t'as pas besoin de tondeuse. En plus, ça règle bien des problèmes. As-tu du gazon, Vincent? Dans mon frigidaire. Oui, c'est sûr. Je vais demander. C'est sûr. Avant l'émission, tu me parlais que tu vas voir Geddy Lee la semaine prochaine. T'as parlé de ses basses. Moi, je remarque que, sauf erreur, tu joues avec la même Fender Precision depuis 100 ans. La seule fois que je t'ai pas vu la rider, c'est dans le dernier clip de Grimmskunk, étrangement. Ouais. C'est quoi ton histoire d'amour avec cet instrument-là, précisément? Quand... tu t'es acheté au Steve? Non, mais en 93, quelqu'un m'amène dans un appartement vide à Longueuil. J'arrive dans le salon, puis il y avait plein d'instrumenteurs. Pas de meubles, rien. Il y avait juste des instruments. C'était tout volé, évidemment, tu sais. Fait que je vois celle-là. C'est même bébé. Ben oui, c'est ça. Elle était peinturée en blanc avec des gros coulis. Puis c'était écrit Fender au crayon feu sur le manche.
Là, je la pogne, elle était pesante. D'après moi, c'est une vraie Fender. Je l'achète à 75$. Je l'ai amené sur mon luthier à Longueuil. Ça vaut combien, ça, habituellement? Neuf, c'est 1200, mais une 68 comme ça n'a pas de prix, en fait. OK. Ça peut aller jusqu'à 5 000, 10 000. Là. Fait que, je l'amène chez mon luthier à Longueuil, puis il m'a le décapé, puis il y avait le numéro de série, il dit Vince, 16 ou 68. C'est une vraie baisse, là. Fait qu'il m'a le refrété, puis tout. Je l'ai depuis ce temps-là. Ah, c'est pour ça qu'elle n'a pas de couleur, dans le fond, c'est parce qu'il te l'a décapé. Elle est au bois. Elle est au bois, c'est ça. Puis elle avait été défraîtée dans le temps, puis il a remis des frettes dessus. Puis je l'ai depuis 27 ans. Ah, c'est... Elle a coûté 75$. C'est fou, raide. Je suis vraiment content d'avoir posé la question, ça m'a intrigué. Il y a beaucoup de questions sur la baisse. C'est beaucoup de questions d'auditeurs, quand même. C'est bête, mais tu pourrais revendre ça combien? J'ai tellement sué dedans que le bois a arrêté de travailler. Puis mes luthiers me disent, d'autres, c'est un morceau de bois, là, comme ça va nulle part, il va toujours être là. Ouais. Parce que souvent, les manches travaillent, tu sais. Mais il dit, j'ai tellement sué dedans, elle a comme pogné toute la condensation, puis il a arrêté de travailler. Mais si je peux pas me permettre, tu sues beaucoup en spectacle. Oui, t'es tout trempe, là. Comment tu vis avec ça? Je m'emmène une paire de jeans de plus puis un t-shirt de plus. Tu fais ça? Tu changes après le show? Je tords mes chandails à chaque fois. Tabarnak. Wow. À chaque fois. C'est bon, ça garde jeune, j'imagine. Ça enlève toutes les toxines. Ah oui, voilà. En 2005, la fin de Groovy. Vas-y. Sur Groovy, juste avant de partir, de changer de sujet. Tu sais, je suis tombé sur un article puis j'ai réalisé que Groovy existait avant les Francopholies. Ça m'a comme déstabilisé un peu de penser à cette longévité-là. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que ce projet-là, qui est dans le fond votre premier projet, qu'est-ce que ça fait que ça a duré 3 décennies? Tu sais, les bands. Il y a eu un break, par exemple. Ouais, il y a eu un break, sauf que. Il y a eu un break de 7 ans, mais pour répondre à ta question, c'est pas d'héroïne puis un bon sens de l'humour. Prenez des notes, c'est pas compliqué dans le fond. C'est pas compliqué dans le fond. La messe tant que tu veux, l'héroïne. Mais tu sais, mais un bon sens de l'humour c'est important, Chris, parce que c'est un milieu qui est tough en tabarnak, puis tu peux être découragé rapidement, tu sais. D'ailleurs, il y a 2 gars du band qui sont plus dans le band parce qu'ils trippaient tout le temps. Ils étaient jamais contents. Sur l'héroïne? Non, même pas. Mais c'est comme à soir, on joue notre vie, on joue notre carrière. Non, il n'y a aucun show qui joue ta carrière. It's only rock and roll. C'est comme, dude, prends ça relax. Hein. Ouais. Puis il faut que tu vois ça de même. Puis il y avait des gars dans le band comme ils pensaient qu'on allait devenir le deuxième Nirvana. Dude, être un deuxième Nirvana, il n'y en a pas 2. Ça voudrait dire qu'il faut que tu te gonnes. C'est ça qui est plat. Puis tu sais, dude, ça va être tough. Puis on fait de la musique qui est tough. C'est pas vendable tant que ça, tu sais. C'est underground notre affaire. Puis on va faire on va se créer un univers qui nous appartient. Puis tu le bûches de show en show. Tu crées un château qui est brique par brique. Puis ça, c'est tough. Puis il faut que tu sois prête à assumer que ça va prendre des années puis des années. Fait qu'il y a 2 gars dans le band qui ont fait... C'était pas assez pour eux autres. Ils voulaient que ça se passe vite, mais ça se passe pas vite de même. T'sais. Non, faut que t'en fasses des shows à Chicoutimi devant 4 personnes. Faut que tu joues à Sept-Îles devant personne, puis péter un alternateur, puis ça te coûte ton CA. Pourquoi pas? Je vais y aller. Je vais venir avec. C'est quoi le pire show que t'as eu? T'en as eu à peu près 2000 shows? Celui-là à Sept-Îles, il était top. on a pété 2 alternateurs. Puis je suis arrivé à Sept-Îles, puis j'ai eu de quoi dans l'œil, puis j'ai joué avec une patch. Comme le pirate. Ouais. Puis là, ça a joué. Mais il y avait une fille, une infirmière qui m'a mis de quoi dans l'œil, mais ça n'a pas marché. J'ai joué avec une patch. Comme Rocky. Ça nous a coûté cher en essai de CA. Puis on s'est rendu sur le flatbed du towing, man. Wow. On était dans le truck sur le flatbed. Ils font jamais ça d'habitude. Mais tu sais, on était comme... Le truck, il y avait le tu parles dans le micro, Vincent, excuse-moi. Ben, tu sais, comme c'est la première fois que je faisais la 138 de reculons. Ah ouais, ils avaient le Saint-Fidèle à Sept-Îles, man. On parle de 4 heures, là. Ah, mais c'est fun, par exemple. C'est une belle expérience. Tu peux boire en même temps. On est arrivé à l'heure où on devait jouer, tu sais. On est arrivé, le monde a craqué bien raide, dit OK, ils sont là. Tout le monde nous a aidé avec le stock. Puis on s'est monté en genre 20 minutes pour on est parti. Tu sais, finalement, c'était très cool comme show, mais... Bon, t'as pas une mauvaise show, d'abord. Ouais, j'en ai eu, en estime. En fait, moi, le meilleur show de Groovy que j'ai vu, c'était au party de Noël d'Ubisoft 2016. Je me demandais, est-ce que vous étiez payé plus ou moins cher que 35 000 $? Ben moins.
Ok, je voulais savoir si c'était plus que mon salaire annuel. Non. On l'a fait parce que Christophe Gagné, qui est un bon chum à moi, on y a fait un deal. Ok. Mais c'est le seul et meilleur party de Noël qu'on a jamais fait. Ouais, ben. C'est le seul et le meilleur. C'est un peu drôle de faire du corporate dans ce milieu-là, mais je pense que c'était l'occasion de le faire. Ouais. Man, un party de Noël de 1600 personnes, là. C'était impressionnant. Ben oui, c'est le fun. Ah, c'était cool en Christ. Israël était là, puis il s'en rappelle. Ben, j'étais là. Voilà, M. Robinson avait une question, je crois. C'est plus, je sais que Mathieu Niquette était ami avec les Picbois. Oui. Puis que tu avais remplacé un moment donné Maxime Gervais, puis c'était pas pire de tabarouette de show. Je sais pas si tu veux en parler, je sais pas si tu t'en souviens. Pourquoi? On était à Saint-Jean-Baptiste devant une épicerie métro. Et tu jouais une femme. Oui, mais pourquoi on raconte ça? Ben parce que c'était des mauvais shows qu'on avait. Ah oui, ok, oui. Puis le show des Picbois, ça implique pas les Picbois, en fait. On avait fait un show des amis humoristes, les Picbois, dont fait partie notre collègue Dominique Mascotte, qui est pas là aujourd'hui, et Maxime Gervais, puis Max, il avait pas pu être là, puis on se retrouvait à faire un show où je devais remplacer Max, mais tu sais, c'était je sais ça. C'était comme devant des enfants, puis j'avais une réplique où est-ce que je fallait que je demande à un personnage s'il se masturbe, tu sais. Puis mais là, on savait pas qu'on allait jouer devant des enfants, fait que j'ai essayé de rattraper le coup, mais j'ai pas été capable. Fait que, tu sais, tant qu'à éviter le sujet, j'ai rentré dedans à fond, là, tu sais. Puis, alors, est-ce que tu te masturbes? On a perdu la gang au complet, c'était fini. C'est la dernière fois que j'ai joué, en plus, c'était devant des, c'était devant des anglophones, en plus. Ils comprenaient pas beaucoup ce qu'on vous disait. Puis il y avait du monde qui faisait du skate devant les Picbois. Des fois, c'est mieux de pas comprendre. Ouais, ça, c'était assez particulier. Moi, on avait reçu les Marmottes aplaties ici, puis ils nous parlaient que en fin de carrière, le troisième album avait moins marché que le deuxième. Le deuxième a joué beaucoup à Musique Plus. Vous avez quand même un parcours relativement similaire. Puis rendu à la fin, là, en 2005, je sais pas trop, là, ils faisaient des shows devant 4 personnes. C'était rough. Puis là, maintenant, ils sont revenus. Puis maintenant, il y a un engouement. Maintenant, ils sortent les vinyles, les albums vendent en vinyle. Puis quand ils font un show au Franco, il y a full de monde. Puis tout ça, ce creux de vague-là, j'imagine que vous avez vécu un creux de vague relativement similaire. Puis ça doit être rough, ça, un peu, là, quand c'est après ça. Absolument. Ouais, c'est tough. Mais en fait, pour nous autres, le creux de vague, c'était pas ça qui nous a tués, c'est la relation avec notre compagnie de disques, qui était vraiment poche. Ouais. MPL, Martine Prévost puis Marc Vinette, ça y allait plus pantoute. Fait qu'on était plus motivés à faire de la musique parce qu'on le devait plein d'albums. Tu sais, quand t'es plus de chum avec ta compagnie de disques, puis tu lui dois de quoi, c'est ça que tu veux, notre motivation, en fait. C'est pas le band comme tel, c'est pas ce qui se passait. C'est la business, hein? Ouais. Fait que on était capable. En fait, on a arrêté pour ça. On a fait fuck that shit, on va prendre un break. J'ai racheté mon contrat de disque. Ouais. Puis là, 7 ans plus tard, là, on est libre comme l'air, là, on peut faire ce qu'on veut. Fait que ça nous a donné... Ça a pris 7 ans. Hey, vous êtes pas le seul band qui est en crise après MPV, MPL. Je pense que Overbass aussi était vraiment Anonymous. Tout le monde était en crise. À cette heure, ils sont juste des disques de Shine Wit, si je me trompe pas. Puis les petites tunes. Puis Patou, hein. Mais c'est qui a gagné au final? Pas nous autres, en tout cas. Moi, j'ai pas le droit d'en parler pendant longtemps parce qu'il y avait une clause dans notre contrat de session qui disait qu'on n'a pas le droit de bitcher contre MPL. Imagine que c'est eux autres qui ont décidé ça, fait que tu vois qu'ils s'en veulent à quelque part. La soeur, j'ai le droit d'en parler, puis fuck that shit. Ouais. Mais non, ils nous ont pas aidé. Ce qu'ils nous ont pas aidé. Ça a un peu tué le spirit. Non, je comprends. C'est plate quand on reste dans un milieu créatif. En plus, c'est difficile. Puis là, si la business embarque, la business, c'est de la merde. On n'a pas vu une scène de vacuum. Ça jouait mur à mur à radio et à TV. Non, c'est des contrats blindés. On comprend, tu sais, genre des paragraphes qui durent 1000 phrases, là. Ouais. Comme c'est fait te mêler ben raide. Les contrats étaient compliqués. Tu sais, man, là, on est revenu avec Slam, puis c'est une feuille. Ouais. C'est simple comme bonjour, puis tu sais, Jesse, là, il s'accroche, le gars, puis son équipe s'accroche. Qu'est-ce qu'ils sont cool. Puis je pensais jamais re-signer avec une compagnie de 10, mais s'il y en a une avec qui on a fait affaire, puis ça marche, c'est eux autres. Puis c'est Jesse qui nous a sorti de notre retraite, en fait. Puis c'est grâce à lui qu'on revient, qu'on fait tout ça en vinyle. Puis là, Groovy aussi, justement, ça a une deuxième vie, là. Excuse-moi de t'interrompre. Ça revient. Vous revenez en show, vous faites des shows encore, vous faites un show là au Franco, je pense, ou je sais pas quoi, là, le 25 juin. Le 21 juin. Voilà. On fait un hommage au cône orange. Au cône orange? Ouais. OK. C'est le nouveau symbole spirituel de Montréal. Ouais. Tu sais, comme Spinal Tap, c'était Stonehenge. Là, c'est Conehenge.
on fait un hommage au con orange. Parce que, de toute évidence, c'est ça qui prime à Montréal. Puis moi, je suis rendu à un point que quand je vois pas de con orange sur l'autoroute, je sais plus où aller. Tu paniques, hein? Je panique gauche-droite, puis c'est dans le champ. Ça me prend un con orange à cette heure. J'ai déjà eu la réflexion de quand je faisais beaucoup de routes, quand je travaillais sur la construction, justement, je me demandais combien de con orange, tu sais, un humain moyen croisait dans sa vie. Puis pour vrai, ça doit être, ça m'angoissait de penser à ça. Des centaines de milliers. Moi, je pense qu'on pète le million. Moi, ma question que je me pose, c'est où est-ce qu'on peut toutes les mettre? Une fois que c'est fini, mais ça finira jamais, là, ben, tu sais, il y a en pompe. La terre va exploser. Parce qu'il y a, c'est une gamique, on s'entend, là. Ah ouais, puis ça coûte comme 700$ par compte, là. C'est comme chaque compte coûte 100$, on s'y est lourd par jour. Ouais. Ça coûte des millions par jour, ces affaires-là. Fait que moi, ma solution, ce serait de remplir le stade olympique. Les cons orange. Où tu vas y mettre? Puis ils sont même pas télescopiques en plus. Ils sont fucking. Ils ont l'air télescopiques. Ouais, mais ils sont pas. C'est ça qui est mal. C'est que c'est mal fait. Ils sont gros. C'est gros. Laissez un compte. Ouais, c'est gros. Ben oui. Man, il y en a partout au Québec, partout. T'arrives au Nouveau-Brunswick, t'en as plus. Le gars qui a eu l'idée des cons orange, les millionnaires. Non, mais en fait, c'est un ancien policier, ça. Ben, c'est ça. Ah oui? Mais pour vrai, c'est une vraie fait une fortune avec ça. C'est un vrai scandale. C'est pas des jokes, c'est un n'importe quoi. Non, mais pour vrai, c'est un vrai scandale. Tu sais, c'est une entente, c'est une crosse gouvernementale de quelqu'un qui fait. Tu sais, puis il y a tout le temps du monde à chaque année qui sort un truc qui dit, moi, je serais capable de fournir ces comptes-là pour 50$, là. C'est 100$ chaque. Ouais, puis c'est ça. Puis il loue, puis. Quelle style raquette. C'est le racket des cons orange. Il y en a à tous les coins de rue. C'est plus confort. Il laisse là. Il ramasse même plus. Ben, peut-être que c'est fait pour qu'on puisse les prendre. Peut-être qu'on le sait pas, puis c'est comme ça, cette affaire-là. Pour le show Groovy au Metropolis, moi j'en ai volé quelques-uns. En 2012, on en avait volé quelques-uns aussi. Hein. Tant mieux. Maintenant, Groovy, justement, il y a un gros engouement quand on fait un nouveau spectacle. Ça marche fort, ça marche tout le temps, puis tout le monde, les gens sont nostalgiques, les gens aiment ça, Groovy. Puis la question, évidemment, que plusieurs se posent, un nouvel album un jour, est-ce que ça se peut? On va en jouer une nouvelle pour le show du Metropolis. Une nouvelle. Ouais. Ça commence avec une nouvelle. Ça en prend deux. C'est le premier domino. Puis quand on a 12. Puis qui est en chantier, on va avoir plein de qu'on arrange sur stage. Dans le temps de Vacuum, dans le fond, toutes les bands, pas mal, l'espèce de Big Five québécois, là, Anonymous, Overbase, non pas Banlieue Rouge, mais tout le monde chantait en anglais puis français, mais vous autres, avec le temps, vous êtes tombés juste francophone. Y a-t-il une raison pour ça? Oui, une raison pour ça, c'est que quand tu joues au Québec sans arrêt, tu réalises que le monde, il parle pas anglais. Fait qu'on a décidé de chanter en français pour que le monde y catch ce qu'on a à dire. Non, c'est ça. Hein? Parce que notre terrain de jeu, si tu veux, c'est le Québec. Fait que t'arrives au Saguenay, puis tu parles en anglais quand la moitié du monde comprenne, mais tu chantes en français, tu sais, y a-tu quelqu'un qui a un problème? Le monde, il cache ça vite. On a tous des problèmes. Avez-vous fait des shows à l'extérieur du Québec? Oui, on a joué en Europe, on a joué dans l'Ouest canadien, mais 80% de nos shows, c'était au Québec, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu parles pour que le monde te comprenne. J'aime ça. Moi aussi, je choisis de faire ça en français. D'ailleurs, moi-même, je joue au Montebello Rock cet été. Puis, en tant que musicien vétéran, j'aimerais ça te demander quelle grandeur de jack je devrais m'amener sur un gros stage. C'est mon premier gros festival. Bon, je comprends pas cette question-là. Je l'aime. 20 pieds. 20 pieds, c'est correct? Ouais. Parce que t'as 20, t'as 10, 20, 50. 50, c'est trop. 20 pieds, tu vas être correct. Ouais, 20 pieds, t'es correct. 20 pieds, c'est bon. 20 pieds, c'est pas mal ça. 20 pieds, ça fait 120 pieds. Ben oui. Moi, je te le tiens à dire, Vincent, avant, moi, je fais le DJ avant les shows de Mike Ward, ça tournait noir, puis je le fais presque tous les soirs quand je peux. Puis presque tous les soirs, j'ai joué justement Le Petit Bonheur de Groovy. Ça marche en tabarnak. Il y a 10 000 personnes qui ont entendu Le Petit Bonheur récemment. Merci, Julien. Ben, ça me fait plaisir. T'auras pas une scène là-dessus, là, mais c'est pas grave. Mais quand même. La fille du Félix Leclerc. Ben non, en fait, je l'introduis toujours de la même manière. Je fais, y a-tu des fans de Félix Leclerc? Puis là, je joue Le Petit Bonheur. Puis ça marche. Ben oui. Écoute, ça jouait à tous les jours à Musique Plus. J'aimais tellement ça. Puis j'aime encore ça 20 ans plus tard. J'ai réécouté cette nuit. Puis tu sais, Chris, ouais. Ah, ben, Marc de Barfield, là. Il y a de quoi quand il est là. T'as-tu une version préférée de Wow Tabarnak sur les 4 qui ont été enregistrés? La première. L'original, toujours. Wow Tabarnak. Ben oui. C'est Barfield, on dira ce qu'on voudra, mais est-ce que Marc, il écrivait des hooks? Ah non, c'est qu'il y avait le sens de...
duo, on se rappelle ses paroles, ce gars-là. J'avais des grands frères, grandes sœurs, tu sais, qui te chantaient ça quand t'avais comme 8-9 ans, là, pis ça te restait dans la tête toute ta vie, là, tu sais. Ouais. Ils ont sorti un nouveau clip cette semaine, Barf. Ouais. Avec mon oncle Serge. C'est cool. Wow. Fade out. Ouais, fade out. Wow. C'est vrai que mon oncle Serge aime les tunes qui finissent en fade out. Puis que lui, le gars de Barf, il aime pas ça. Ah, c'est bon, Chris. Alors, on a plusieurs questions du public, puis étonnamment, je pense que. Vas-y, Mathieu, vas-y. Je fais tout le temps ça. C'est pas grave. Moi, en 2014, j'ai envie de te dire, j'animais la fête du Tuya au Cèdre. Puis il y avait Saint-Bruno? Non, la ville de Les Cèdres. Tu faisais un show avec Grimmskunk là-bas, puis il y avait Caféine qui passait tout de suite après. Puis c'est la première fois que je te rencontrais live. Bon, on s'est pas rencontrés, on s'est pas jasé tout ça, mais ce qui m'avait marqué, c'est que t'as fait le show avec Grimmskunk. Tout de suite après que le show est fini, j'imagine que t'es allé ton t-shirt, puis après, tout de suite après, dès la première tourne de Caféine, t'étais déjà front stage, devant, collé sa barricade, puis t'as écouté le show du début à la fin, gros smile en face, tu sais, t'as écouté ce show-là comme un ado écoute un show de musique. Ça m'a touché vraiment profondément de voir qu'un gars qui a vu 20 000 shows dans sa vie soit encore là en train d'écouter chacune des notes, regarder chacun des déplacements de chacun des musiciens. C'est-tu quelque chose est-ce que je t'ai pogné dans une particulièrement de bonne soirée ou si c'est toujours de même? Man, j'étais exactement comme ça hier soir à Crab. Ouais. J'étais devant Gab au drum, puis j'étais devant Martin, j'étais c'est qu'ils sont hot, ces gars-là. Quelle performance. Des beaux bonhommes aussi. Oui, il est beau, Martin, il est beau. Non, mais t'as-tu déjà senti ralentir cette passion-là ou non, pas en tout? Non, man, je suis plus un fan de musique que je suis musicien. Ouais. Tu sais, ce qui m'anime comme musicien, c'est être fan. Puis je me tanne pas. Parce que c'est drôle, nous autres, on travaille beaucoup avec des humoristes, puis les humoristes, c'est comme l'inverse. Les humoristes, on dirait qu'ils se tannent rapidement d'aller voir d'autres shows d'humour. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'en musique, il y a plus une valeur de... c'est comme une valeur ajoutée à chaque fois. Ouais. Je suis allé voir King Gizzard avec ma blonde, puis je me suis ramassé sous sa clôture, OK? Ça, c'est un monstre dans Godzilla. King Gizzard. King Gizzard d'Australie, là. Ouais. Puis mon blonde tripe sur ce band-là ben raide, puis je l'ai amené en avant à sa clôture, puis je l'ai protégé toute la show. 2 heures. Je me suis rentré dedans tout le long, man. Je suis sorti de là, trempe à la vette. Ben, évidemment, comme d'habitude. Ben oui. Les gars de Fudge, je dis, man, t'étais où? T'étais en avance. Ouais. Puis ma blonde, entre-temps, elle a fait un party chez nous, un mercredi soir. C'est la première fois qu'on faisait un party chez nous. Il y avait 150 personnes chez nous, du show de King Gizzard. Puis là, j'arrive chez nous, OK, là, on l'échappe à soir. OK, là, j'ai écrit un email à tous mes voisins. Le lendemain, mes voisins ont fait, on n'a rien entendu. C'est qu'on est bien insonorisé. Depuis ce temps-là, c'est le partage chaque soir. Mais, tu sais, comme, man, je suis allé voir Slayer peut-être 14 fois dans ma vie, puis je sors de là tout 30, tu sais. Wow. Comme, c'est une purge, je vais aller voir un show, c'est comme, c'est l'ultime, sport. Ben ouais, hein. C'est un sport, man. Chaque fois que je vais voir des shows, je me dis pourquoi je vais pas plus souvent. Ah, c'est clair. Moi aussi, puis tu sors de là, t'es bien, tu sais, comme t'es tout 30, mais tu comme, ça sort. Ouais. Ça sort le méchant, puis le monde n'a pas assez de façon d'histoire de sortir ça, tu sais. Les gens ils payent 150$ de l'heure pour les psychologues, mais des fois ça prend juste un bon show Slayer pour tout régler ton affaire. C'est vrai ça. Ouais, 150$ aussi par exemple. Fuck, hein? Ça coûte 150$. Non, mais tu sais non, ça coûte 35$. Non. Crab hier, ça a dû coûter 10$. Ben oui, ça a coûté 15$, puis j'ai le download card qui vient avec. Ben oui, je vais à l'Esco, ça coûte 10$, tu vas voir 4 shows, puis je suis comme, pourquoi je fais jamais ça? C'est tellement le fun. On en parle souvent de Crab, mais j'inciterai jamais assez. Si vous avez la chance d'aller voir ça en show, allez voir ça en show. Ils m'ont donné de l'argent. Ils ont fait des piastres crabes. Des piastres crabes. Ben voilà. Monsieur Robinson, vous avez une question? Ah oui, tantôt, tu as dit que les Beatles étaient ton inspiration première, mais est-ce qu'il y a un band québécois qui t'a vraiment allumé dans ta jeunesse ou tu sais? Ben oui. Ben oui, mais ça, quand j'ai découvert Robert Charlebois, tu sais, Charlebois Forestier en 68. Blanc. Blues, c'est ça qui m'a donné l'envie d'écrire en français. C'était Charlebois. Je sais pas si tu connais Daniel Bélanger. Pas Bélanger, Daniel Boucher, mais lui aussi, c'était Robert Charlebois. Puis, ouais.
Oui, puis ma mère écoutait Jimmy Bertrand quand j'étais jeune. Oh oui. Non, c'est bon. J'ai la tête en gigue et le cœur en septembre. Mais voilà, enfin, oh là. T'écoutais d'autres choses aussi, j'imagine? Non, j'écoutais pas, j'ai pas connu ça. Hey, on n'a pas parlé d'autre chose. Ben oui, j'ai autre connu chose. ça Écoute, tard. qu'est-ce qui t'a mené à... J'ai connu ça quand je suis rentré dans le band. Là, il fallait que j'apprenne toutes les tunes. Exactement. Ben oui, c'est comment autre chose? Comment, je sais pas, je veux pas de questions formulées, là, mais comment c'est quand travailler avec Lucien? C'est comment de participer à l'autre chose? C'est fascinant de travailler avec Lucien. Ben oui. Il raconte jamais la même affaire. J'en doute pas. On pense que, tu sais, il délire un peu. Oui, il délire parce que son passé est très lourd. Ouais. Mais c'est un bum intellectuel. Ouais. C'est un vrai bum, mais c'est un vrai intellectuel. Ouais. Ben, c'est un prof de cégep de littérature. Oui, puis il y a une opinion éclairée sur tout. Tout. Il sait de quoi il parle tout le temps. Il a réfléchi à tout, on dirait. Oui, ouais. Oui, c'est un vrai intellectuel des années 60, mais qui a fait de l'acide, qui a fait de l'héroïne, qui a fait tout du moche, il a tout fait. Puis, genre, il mange pas ses légumes. Ah. Il mange de la viande, là. Il torche le brocoli, comme un kid. Ouais, je mange pas ça, ben. Ah, il salue ses frères. Il comme pas de nab. Mais il me fascine, ce gars-là. Ben oui. Des pratiques, là, il faut l'arrêter pour que la tune continue, tu sais. OK, Lucien, 3, 4, là, on joue. Ouais. Sinon, il parle sans arrêt. Mais c'est tout le temps intéressant. Oui. Puis vous avez fait un album ensemble il y a quelques années, j'ai pas le titre sous les yeux, là, mais... Ouais, Chanson d'épouvante. Ouais, c'est ça, voilà. C'est vraiment c'est le fun parce que c'est vraiment comme une espèce de all-star québécois, cette band-là. Il y a Michel Langevin de Voivode. Il y a eu Peggy Voivode. Ah ouais? Peggy, ça a été son dernier show. Feu Peggy. Ben oui. Il est mort 2 mois après le premier show d'autre chose. Alex Crowe, j'aime beaucoup aussi. Il est là. Tout le monde est là. C'est vraiment le fun. On a même eu Johnny Maldoror des Breastfeeders. Il a fait un show. Ah ouais? Puis il a piché la bière sur Peggy. Peggy dit... Hey, arrête de me tirer la bière dessus. Puis Johnny, il était tellement mal à l'aise qu'il a lâché le banc. C'est le Smash Bros. Underground québécois. Johnny a fait 3 tonnes avec autre chose. Ah! Mais, man, c'est ça, c'est un esti beau. Ben, on est des chums, tu sais. Ouais. De moi, de jouer avec Michel, avec Joe, avec Alex, avec Jacques Racine, c'est cool en tabarnak. Ça aussi, est-ce que notre album est en vue, peut-être? Ou... Ben, on a fait 3 nouvelles tunes dans une église à Joliette. Évidemment. Au mois de janvier. Oui. Une église qui ressemble à une soucoupe-allante, là. Oui. À Notre-Dame-des-Prairies. Je sais quoi tu parles. Ouais. C'est hot, ça. Ouais, c'est hot en Christ. Puis les autres, on s'appelle les Spoutnik, tu sais, dans autre chose, parce que les autres, ils ont commencé à Drummondville, puis les rockers de la place, ils s'appelaient les Spoutnik, parce qu'il y avait là des extraterrestres. Fait qu'on tout le temps été comme les Spoutnik, puis on est allé dans une église, on a fait 3 nouvelles tunes qui sont très bonnes. C'est des compositions de Jacques Racine, guitariste original. Puis Lucien, il y a des textes là-dessus, mais il est tough il a de la misère à continuer, tu sais. Comme il décroche vite. Mm-hmm. Fait qu'il faut tout le temps ramener. En fait, Lucien, c'est notre capitaine dans le band. Il décroche vite. Il passe à autre chose, comme il... Autre chose. Il aime pas ça, autre chose. Il aime pas ça faire les mêmes tunes. Il aime pas... Non, il est juste pas assidu au travail. OK, d'accord. Non, c'est ça. Des fois, quand tu pratiques, faut tout le temps refaire la même tune, mais lui, j'ai comme l'impression qu'il est comme... Il y a pas cette rigueur-là. Ouais. Fait que c'est un peu... on attend souvent après lui. Mais on va y arriver, man. On a 3 nouvelles. Il reste comme 10 minutes, puis je serais intrigué de voir quelques excellentes questions du public. Il y en a, c'est ça, je pense. Écoute, Vincent, on pourrait parler 2 heures. On n'a même pas parlé de Green Skunk, ça n'a pas rapport. Je pensais que c'était 2 heures. Non, c'est 1 heure. Puis il y a des questions, je pense que t'es notre premier invité qui est respecté par les gens, parce que les questions ont comme de l'allure. C'est la première fois qu'on a des bonnes questions. Ben oui, écoute, peu importe qui on reçoit, tout le monde s'en calisse. Là, c'est comme, là, il y a des bonnes questions quand même. Ben, il y a des questions de marde aussi, mais voilà. Rabin, écoute, des goules demande comment tu fais pour être tout le temps gentil tout le temps? C'est vrai que t'es tout le temps gentil. À chaque fois que je t'ai croisé, c'est un show de ma mère. Ma mère est cool. Ah ouais. La fois que je t'ai vu, c'est un show de Grimmskong, puis je m'étais comme foulé à la cheville, puis on se connaissait pas, là, puis tu me voir, puis man, t'es-tu correct, man? Puis là, tu voulais comme m'amener à l'hôpital. Ça, je t'en rappelle pas, mais moi, je m'en rappelle. OK, j'ai pas eu le temps de... c'est quoi le pic de ta carrière? La première fois que j'ai fait de l'amour. J'ai 17 ans. T'as 17 ans, moi? Sur Iron Maiden. Ah ouais? La fille, elle s'appelait Chantal. J'en revenais pas. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Les 5 plus belles minutes de ma vie. Êtes-vous encore amis Facebook ou... Oui. OK, d'accord. Tant mieux. Il faut être en bon terme avec... Pat Gauthier demande, être pogné dans une pièce avec Richard Martineau pendant 13 ans ou avoir un choc électrique à chaque fois que tu clignes des yeux toute ta vie? B.
Voilà. Jérémy Larouche, humoriste éminent, dit: t'es mon idole de jeunesse, je te dis que je l'aime, please. Je l'ai vu au karaoké au Normandie l'autre fois, puis j'ai choqué d'aller le voir. Bon. Faut pas se gêner avec. Comment tu vis avec ça, les gens qui viennent te voir dans... Très bien. Oui, c'est le fun. C'est le fun. Je te conseille fortement d'aller le voir, le petit Jérémy, parce qu'il va être en show, je crois, juste pour rire cet été. Puis il est très bon. Ouais. Le petit Jérémy, danseur de Jérémy Larouche. Jérémy Larouche, oui. Mais il est propre de sa personne en plus. Moi, je l'ai vu, puis il est gentleman. OK, cool. Ben oui. Mathieu Boudreau demande: je veux qu'il nous raconte une anecdote de tournée du temps, des tournées en Europe de l'Est. On a joué dans une place qui s'appelait Renebourg, puis on est resté dans la place, on parlait pas allemand évidemment, eux autres parlaient pas anglais, puis après le show, ils nous ont donné des balles de baseball, puis ils nous ont embarrés par à l'intérieur, on peut pas sortir. Les balles de baseball, c'est contre les skinheads, parce qu'il y avait des athlètes de skinheads tout le temps dans ce temps-là. Fait qu'on est dormi sur stage avec des balles de baseball, enchaînés par en dedans. On peut pas sortir. Ah, c'était pour vous protéger qu'ils faisaient ça? Ouais. Non, c'est bien weird. Weird, tu dis? Ouais, OK. The Green Room? Dans les... Il y avait des graffitis sur le mur, là. C'était des graffitis russes. Tu sais, de propagande, là. Genre 63, là. Ouais. Tu sais, des petits étudiants avec les casquettes, puis genre Mao, là. C'était capoté. On était dans une autre époque. Quand tu te retrouves là, tu penses que tu vas en vivre un jour de la musique ou ça te donne le goût de... Man, je m'ennuie de ma mère en Est, là. C'est comme, où c'est qu'on est? On a beau. Maman, t'es où? C'est même pas ça map. Pas de téléphone, pas de... Ouais, c'était avant le cellulaire. Ouais, c'était avant le cellulaire. On était perdus, Red, man. On a fait 45 shows en 60 jours en Allemagne de l'Est. Voyons, 45 shows en 60 jours. Ouais. Wow. Tu sais, jouer un lundi soir à Nebo, là, c'est tough, en Est. Il n'y a pas grand monde. Quand j'en fais 5 d'une semaine, je suis comme, je suis fatigué, là. C'est une grosse semaine. Mais en même temps, c'est le fun. Ensuite de ça, excuse-moi. Ton show... Oui, excusez-moi. Émilie M. Rondeau demande: son show le plus mémorable qu'il a vu ou qu'il a fait? Ouais, c'est tough, ça. Ouais, on va y aller avec le show le plus mémorable que tu as vu. Que j'ai vu? Ouais. Ah, ça aussi, c'est tough. Ouais. Ben, un show mémorable que tu as vu. Celui que Marjo se brise la jambe. J'étais pas là. Ah, malheureux. As-tu déjà travaillé avec Marjo? Non. Non, ah bon. OK, j'aurais pu. Je travaille avec Breen Leboeuf de ce temps-là. Nice, Il est gentil? Il est super fin. OK, Ouais, d'accord. très cool. On lui fait faire 2 tonnes de Groovy. OK. Le show de Metropolis. Mais pour revenir à ta question, je vais aller avec mon tout premier show, c'était Iron Maiden, Number of the Beast en 82. C'est après que ta première baisse, ça? C'était... Même année. Même année. OK. C'était juste... Grosse année pour Vincent, 80. Même année, même endroit. Mais il y avait un magasin disque qui s'appelait Rock en Stock qui amenait les balles faire des sessions d'autographes entre le soundcheck puis le show. Fait que j'ai rencontré Maiden, man. Les gars, tu sais. Tu sais, dans ce temps-là, il avait comme 24, 25 ans, il était jeune, là, pis tu sais, ça se passait aux États-Unis pour eux autres. Ils étaient tellement contents d'être là, les gars. Ouais. Il y avait une si belle énergie, le band, pis ils étaient comme tellement contents de rencontrer le monde. Puis que j'ai toute la signature, j'ai des photos avec Steve Harris, avec Bruce Dickinson, man. Dave Murray, tu sais, toute la gang, c'était comme... J'ai trouvé tellement cool. Puis terre à terre, comme j'ai réalisé que ça se peut d'être aussi populaire, mais aussi terre à terre. Mais Maiden a une relation d'amour avec le Québec aussi. En plus, mais ça m'a vraiment montré que comme on s'attache tellement à nos idoles, puis on voit ça plus gros que c'est vraiment, mais quand tu les rencontres face à face, comme dude, c'est juste des rockers trippants, tu sais. Ouais. Puis moi, à 15 ans, ça m'a marqué. Je dis, Chris, OK, on est comme égal, tu sais. Ouais. Comme, ils sont là, puis on genre la même, ils sont comme juste, tu vois qu'ils sont contents d'être là. Fait que je dirais c'est ça, mon premier show. Number of the Beast. Simon Hull, mon frère, directement d'Iqaluit, demande: est-ce que c'est vrai que tu as déjà passé une audition pour jouer de la basse pour Metallica en plaçant de Jason Newsted? J'avais entendu dire qu'il avait eu une cotisation de la part de plusieurs musiciens montréalais pour lui payer un billet d'avion pour LA pour qu'il puisse essayer avec Metallica qui cherchait un... C'est pas vrai. Non? Non, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Non, ah bon, écoute, ben, Simon, c'est pas vrai. Ça répond à la question. Quand tu te couches, tu le cul qui pique. Ensuite de ça... Oui! Bravo! C'est qu'il se lève avec le doigt qui t'avais dit que c'était des bonnes questions. Ouais, non, mais je suis sûr que les divertes. Si Bleu Blanc demande: manger une grosse poutine juste avant un spectacle, oui ou non? Après. Jack Dion demande: allô Vincent, tu connais Jack Dion? Il était illustrateur pour Indica pendant 5 ans. Je connais très bien Jake. Ben oui, c'est ça, il était super content qu'on te reçoive. Il est fin, Jake. On l'aime, Jake. Il parle comme Jake, ça. Il dit: c'est quoi ton vidéoclip préféré? Aussi, comment tu fais pour te rappeler du nom de tout le monde que tu rencontres? Ok, bye, on se voit bientôt. On va y aller avec le vidéoclip préféré. Ouais, No Solution. C'est le seul qui a pas joué à Musique Plus. Ouais, il est pompé. C'est Jeff Desbois qui a fait ça.
qui a fait Silverhead de Grimmskunk aussi. Puis lui, il est parti en vacances aux États-Unis. Fait qu'il a pris des clips de Nouvelle-Orléans et de Floride. Il a incorporé ça dans notre vidéo. Puis j'ai trouvé vraiment cool ce clip-là grâce à lui, tu sais, qui est arrivé avec plein de stock shots par rapport aux États-Unis. Fait que ça rajoutait un peu à l'histoire. Il a comme catché l'histoire, puis il a rajouté des images qui fitaient bien. Ouais. Je dirais ça là. Et pourquoi il n'a pas joué à Musique Plus? Parce que c'est ça, tous vos clips, vous en avez 4. La tune est trop vite. OK. Vous en avez comme 14 clips, puis ils ont tous joué, là. Ils ont joué mur à mur. La tune était trop vite. OK, ah bon. C'est speed, tu sais. Ben, c'est ça, c'était l'époque, évidemment. Ouais. Karloff, tu connais Karloff? Oui. Ben oui, il demande, ça te tente d'être le bassiste pour mon comeback? Oui! Ah, ben voilà, Karloff. Un ben de plus ou de moins. C'est rendu à 6 ben. Yes. Jeff Labelle demande quel est ton groupe préféré. C'est simple, c'est une bonne question. Les Beatles. Ah, c'est vrai, tu l'as déjà dit. Ben oui, t'as raison, excuse-moi. Ensuite de ça, Jérémy Lavoie demande pourquoi tu choisis la bass. Quels sont tes bassistes préférés? Geezer Butler, John Paul Jones, Geddy Lee, Chris Squire. On a les mêmes. Puis la raison pour laquelle j'ai eu de la bass, c'est que quand Groovy a commencé, il y avait déjà deux guitaristes. Moi, j'étais guitariste au départ. Ouais. Puis je me suis fait hacher le pouce. Il te reste 10 secondes. Okay, ben, je me suis fait hacher le pouce, un coup de hache, OK? Puis, fait que j'ai pas pu jouer de guitare pendant 2 ans. On va pas parler de ça. Puis quand, en 86, quand Groovy a commencé, il y avait déjà deux guitaristes. Fait que j'ai switché à la bass. Ouais. Merci beaucoup, Vincent. On n'a plus le temps. Ça va couper. Merci, Vincent. Ben, il faut que tu reviennes. Écoute, on en prend pendant des heures. Le 21 juin, Groove Out Bar, ça va être en show au Metropolis. C'est merveilleux. Merci, t'es tellement généreux. Avec Cyrose et Cendrier et Code 41. Merci. Donc, encore des gars de Valleyfield, Cyrose et Cendrier. Merveilleux. Merci, Claude Robinson. Merci, Mathieu Niquette. Merci, Xavier Dolan. Merci, Xavier Dolan. À la semaine prochaine à Québec.